du plan, même en première année, écrivez votre plan. Mais ce plan va évoluer. Le plan, il doit être détaillé avec un maximum de précision. Alors, la confection d'un plan détaillé est un travail minutieux et long. Une fois achevé, le plan représente une part importante du travail d'ensemble. Un plan précis limite les efforts de rédaction. Quand vous avez construit votre plan, on verra tout à l'heure, je vais vous donner un modèle de plan. Une fois que vous avez défini votre plan, il est facile de vous orienter vers ce que vous recherchez, vers ce que vous allez développer. Le plan doit être élaboré après avoir effectué une recherche documentaire suffisamment étayée. Donc, première année, consacrez tout votre temps à la recherche documentaire. Prenez votre temps, ne faites que ça. Méthodologie de la recherche documentaire. Alors, le chercheur doit lire tous les articles publiés concernant uniquement son travail. Comment vous dire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Consacrez du temps, beaucoup de temps, énormément de temps à votre travail de recherche. Je ne vous demande pas d'abandonner vos lectures passionnantes sur quoi? Sur qu'est-ce que vous aimez? La littérature. Par exemple, la littérature, c'est magnifique. Attendez d'être docteur pour développer le Inch'Allah. Je suis sûr que vous allez être docteur. Mais écrivez dans un petit coin, j'attends d'être diplômé pour étudier Balzac, Émile Zola, Flaubert, etc. Diderot, hein? Albert Camus, etc. D'accord? Voilà. Mais bon, si ça vous passionne, allez à la plage pour vous distraire et prenez quelques lectures. Mais moi, je souhaiterais que vous consacriez du temps, uniquement ce temps, énormément du temps, à votre recherche. Ça évite d'être en septième année en train de dire « j'ai pas fini, je suis découragé ». D'abord, ne vous découragez jamais. 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 Et vous réussirez. Et vous réussirez bien. Très bien. Ouais. Alors, mettre en place ici une veille scientifique et technologique. Identifier les articles importants parus depuis la rédaction de la thèse jusqu'à la date de soutenance. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, où travailler chez soi, dans les laboratoires de recherche, dans les bibliothèques universitaires. On ne va pas reprendre le débat qu'on a eu la dernière fois. On continue. Investir dans un micro-ordinateur. Vous m'aviez dit, tout le monde a un micro-ordinateur, enfin du moins le groupe que nous avions. On passe, pour anticiper les pannes et les pertes d'ordinateur, de la clé USB. Alors la dernière fois, je vous ai dit, et il y a eu une réponse d'un étudiant parfaite. Vous êtes en troisième année, vous avez pratiquement terminé votre thèse, en quatrième année, cinquième année, et puis tout d'un coup, votre micro-ordinateur, je vais vous le rendre, hein, il vous dit « J'arrête, moi je prends ma retraite ». Donc le disque dur, il est mort. Et les informations sont perdues. Vous imaginez, mettez-vous, alors, vous vous concentrez là. Nous sommes en troisième année, le document est rédigé, vous avez prévu de l'imprimer, et votre ordinateur vous dit « Je suis désolé, je ne travaille plus pour vous ». C'est une catastrophe, non? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut recommencer? Comment? Donc, vous allez, ici, là,
là, vous prenez une clé USB, moi j'en ai toujours 2-3, je sauvegarde peut-être 2-3 fois, vous avez une clé USB. Alors, il y a un étudiant qui a été beaucoup plus intelligent que moi, il m'a dit, moi, attendez, moi j'envoie, ouais, dans ma boîte mail. Qui est-ce qui a dit ça? En tout cas, même si son micro-ordinateur prend sa retraite, son adresse mail, elle sera toujours là. Excellent. Conclusion, tout ce que vous écrivez, vous l'envoyez dans votre boîte mail. C'est clair? Faites ça. Faites ça si vous le souhaitez, bien sûr. Il n'y a aucune obligation. C'est une astuce. Bien. Autre point important, ici, là, travailler avec d'autres doctorants permet d'échanger les informations importantes. C'est capital. Travailler seul, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, vous mettez à 4, bien sûr, par thème. Par thème, pas identique, mais qui se rapproche. Voilà, vous échangez. Voilà, j'ai trouvé une information, la voilà. Vous donnez sans contrepartie. Il n'y a pas de concurrence. Il faut partager. Il faut partager. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'attendez rien. Donnez. Apprenez à donner. Donnez. Créez des groupes. Et vous allez, tous les groupes de 4, vous allez monter en puissance. Et un jour, grand avocat, magistrat, président d'un groupe, il aura besoin d'un avocat, grand avocat. Tu te rappelles, en 2017, 2018, on était en fac ensemble, etc. Ah oui, je me souviens de toi, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça crée des relations, des liens. Ça crée 2 mains. Une main ne peut pas travailler toute seule. Regardez. Ça crée un lien. Faites comme vous voulez. Mais en tout cas, travaillez par groupe. Votre travail doit être toujours critique. Toujours, toujours. Vous lisez un article, il va falloir être critique sur cet article. Apportez votre savoir, apportez votre intelligence, apportez la critique de l'article. Ne dites pas, ce document-là, il est parfait, ça me convient. Non. Il va falloir apporter une critique, une synthèse avec une critique. Apportez vos idées, apportez une valeur ajoutée à ce document-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La recherche doit reposer sur une méthode critique et structurée. Travail lié à la première phase de recherche, on l'a déjà évoqué, optimisation de l'archivage des documents, bien sûr, mise en place d'une organisation matérielle, on le verra tout à l'heure sur le fichier Excel, les ouvrages, qui permet bien sûr d'identifier les ouvrages, les citations, les bibliographies, les index. Je vous montrerai comment on structure une thèse. Donner de la valeur à la bibliographie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez évaluer la qualité des sources identifiées, l'auteur du document, la notoriété du site, les éléments développés de l'information, les sources, les analyses réalisées. Eh bien, vous allez écrire tout ça. Quels sont les éléments développés de l'information? Vous allez mettre les sources, les analyses réalisées, les aspects techniques, les articles publiés. Est-ce qu'ils sont validés par un comité technique ou pas? Oui, non. Vous allez mettre oui, non. Vous lisez un article, est-ce que ce document il a été validé par un comité technique? Oui, non. Ça donne une force, une valeur probante au document que vous avez sélectionné. Parce que sur Internet, on trouve de tout. Du bon, du très bon, de l'excellent, mais également du médiocre. Donc moi, ce que je cherche à vous transmettre, c'est quelque chose d'excellent. C'est même pas très bon, c'est au-delà de très bon, c'est excellent. Donc vous allez, ici, là, vous allez noter
tous ces éléments, et puis vous allez mettre une note, bien, très bien, excellent. La table des matières, on le verra tout à l'heure, les chapitres liés au sujet de la recherche. Vous allez créer une table des matières à la fin de votre ouvrage, où vous indiquerez tous les chapitres liés au sujet de la recherche. Bien. En conclusion, l'exploitation des informations doit donner lieu à la rédaction d'une synthèse. Alors, travail d'analyse et de la recherche. Un travail de recherche analytique, mise en œuvre d'une procédure rigoureuse et méthodique, établir un protocole de recherche, saisir les résultats, résumé des entretiens. J'insiste sur ce point-là, résumé des entretiens. Une recherche exhaustive et analysée de façon objective et surtout critique. Là, je vous ai mis une citation de Claude Bernard, qui est un médecin. Bon, je vous laisse lire comme ça, mais vous allez la voir sur le support pédagogique. Eh bien, la théorie philosophique de Claude Bernard de la science et la définition de la démarche scientifique, elle se résume en 3 étapes. 3 étapes. La première, j'observe, je constate, j'observe. La deuxième, quelles sont les hypothèses? Et puis, voilà, je suppose. Et puis, l'expérience, c'est de l'analyse que vous faites. Analyse critique. Voilà. Alors, organisation et planification du travail de recherche. Comment nous allons organiser notre planification de travail de recherche documentaire? Alors là, je vous ai mis un slide. Il y a 5 étapes. La première étape, définir les concepts majeurs du sujet. Deuxième, exprimer les besoins. Troisième étape, identifier les sources. Quatrième étape, prise de connaissance des sources sélectionnées. Et enfin, analyse des résultats observés. Première étape, définir les concepts majeurs du sujet. Alors, je vous ai mis, l'objectif est de créer un support documentaire qui permet de dégager une information fiable et qui met en avant la problématique principale du sujet traité. Identifier un programme général de recherche pour formuler une question principale, elle tourne toujours autour de la question principale, et bien sûr des questions spécifiques. Définir et délimiter les termes du sujet. Alors, il va falloir que vous appreniez à lister des mots clés. D'ailleurs, quand vous serez en 3e année, quand vous allez rédiger votre thèse, il va falloir que vous donniez les mots clés. Vous avez un résumé et vous allez rédiger les mots clés en arabe, en français, en anglais ou en chinois, ceux qui sont en Chine. Encore une fois, la méthode qui vous est présentée, c'est une méthode mondiale. Que vous soyez en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Algérie ou dans un autre pays d'Afrique, c'est cette méthode. Alors, ici, listez des mots-clés, ouvrages de référence, les bases de données. Étape 2, exprimer les besoins, dégager des concepts et construire une problématique, rechercher des documents de référence sur la question, mettre en œuvre des méthodes pour traiter des données empiriques, adopter une méthode d'approche adaptée au sujet de la thèse, une hypothèse, une expérience, lecture d'ouvrages spécialisés, établir une synthèse des connaissances actuelles du sujet. Ceux qui sont en première année, vous allez faire ça. Vous allez faire une synthèse de toutes les connaissances actuelles du sujet, bien sûr actuelles. Il peut y avoir d'autres données qui vont arriver. Eh bien, vous en tenez compte. La problématique doit être le fil conducteur de la thèse. Étape 3. Identifier les sources d'information. Construire une veille documentaire. Toujours obtenir une information actualisée. Mettre à jour en temps réel les monographies, les publications, les thèses. Obtenir une information actualisée. Alors,
là, je vous ai mis un document méthode, ici, là, exercice d'application. Notez les sources interrogées. D'une façon automatique, vous verrez, vous allez créer un fichier Excel composé de 3 parties. 1, la date, les dates. Quand est-ce que vous avez lu ce document-là? 2, les sources interrogées, soit à travers une lecture d'un journal, d'une revue de presse, ou alors sur Internet. J'ai lu telle date, ce document-là sur tel site. D'accord? Ici, là. Et toujours un résumé des mots clés. Donc vous allez créer un fichier Excel avec 3 colonnes. Alors, la dernière fois, je vous ai donné quelques sites Internet. Vous vous souvenez? Dans les slides qui suivent, je suis allé beaucoup plus loin. Je suis allé en Angleterre. Vous cherchez une documentation permettant de construire encore plus loin votre recherche. Bien, ici vous avez sur Google, je pense que de nombreuses personnes connaissent ce site-là. Alors, identifier les mots-clés pour rédiger une bibliographie, sélectionner les documents d'information identifiés, structurer la présentation des références. Alors, typologie, alors les outils. Pour ceux qui étaient avec moi la dernière fois, en faculté de droit, je vous ai préparé un annuaire et portail des sites juridiques que vous avez ici, d'accord? Légifrance, tout le monde connaît. Vous avez également ici les outils de recherche par critères géographiques. Je vous ai mis en France ce site qui comporte de nombreuses thèses de doctorat. En Europe également, et dans le monde, vous avez ce document-là, enfin ce moteur de recherche, ce site où vous allez retrouver toutes les thèses rédigées, mais en anglais. Bien. Alors, pour la traduction, vous allez voir vos collègues étudiants qui sont en Master 2 en littérature anglaise, ils vont vous aider, j'espère. Je vous ai mis également un document sur Légifrance. Alors, vous avez vu, c'est exercice d'application. Ce que je fais avec un certain nombre d'étudiants par groupe de 4, je leur fais faire une recherche documentaire en temps réel sur ce site. Là. Et on travaille pendant 1 heure à chercher, chacun recherche, ça permet d'augmenter notre savoir. Donc ce sont des exercices d'application et ça dure 4 heures. Ça dure 4 heures. Ce sont des ateliers de formation. Bien. Alors ici vous avez e-justice. Bon, je passe. Alors pour ceux qui sont à l'université de Talgozmo ou futurs ingénieurs, eh bien vous avez des documents que vous pouvez trouver sur sciencesdirect.com. Vous avez Open Access ici, là. Voilà. Et on est arrivé maintenant à un document qui s'appelle Structure et contenu d'une thèse de doctorat, mémoire de fin d'études, Master 2, mémoire École supérieure de commerce, Business School, et projet de fin d'études, École d'ingénieur. Donc, je vous ai fait un résumé pour mettre au même niveau ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Vous êtes tous maintenant arrivés à ce document-là, eh bien nous allons commencer à développer ce support. Alors, l'organisation, nous sommes en phase, bien sûr, 3e année là, nous sommes en 3e année, voire 2e année, 2e trimestre, nous sommes presque en phase rédactionnelle. Nous sommes également en Master 2, en phase rédactionnelle, c'est-à-dire maintenant. Parce que votre Master 2, vous allez soutenir quand?
Bientôt, fin mai. Donc il vous reste 1 mois, allez, 2 mois pour rédiger votre document. Bien, alors, organisation de la rédaction. Rappel sur la problématique. Les questions et les hypothèses de recherche explicitent le problème soulevé qui mérite d'être analysé. Il s'agit du cœur même du sujet développé dans la thèse. Elle correspond au fil conducteur de la thèse. La problématique implique la vérification de toutes les recherches effectuées. J'insiste. C'est-à-dire que tout ce que vous trouvez sur les ouvrages, les revues, sur Internet, il va falloir vérifier que ce que vous avez trouvé est exact. C'est possible qu'il y ait des contestations, c'est possible qu'il y ait des critiques, mais en tout cas, s'il y a critique, ben vous allez indiquer ce document-là, cette recherche-là, elle est critiquée par un tel, par le professeur un tel, ou par ce scientifique-là. D'accord ? Ne prenez pas comme argent comptant tout ce que vous trouvez. Il va falloir que vous critiquiez ou trouver une source d'information qui critique ce document-là. Bien. Donc, implique la vérification de toutes les recherches effectuées. La problématique, une fois rédigée, permet bien sûr le processus d'écriture du plan de rédaction de la thèse. Alors, la rédaction, elle permet d'établir un état récapitulatif de toute la documentation bibliographique identifiée. Vous allez citer cette bibliographie que vous avez identifiée, que vous avez notée, et aussi de la synthèse générale des résultats constatés. Vous allez analyser dans un deuxième temps, vous allez faire des analyses de ce que vous avez trouvé, votre propre réflexion, votre propre valeur ajoutée à ce document, à cette recherche. Elle permet l'analyse et la restitution du travail réalisé, rédiger une description détaillée de la méthodologie retenue. Il va falloir, on verra tout à l'heure, mais il va falloir dans votre introduction expliquer la méthodologie de recherche. Voilà comment j'ai procédé en introduction. D'accord ? On le verra tout à l'heure également sur le plan rédactionnel. Pour chaque partie, il va falloir faire une introduction. Vous avez une introduction générale, première partie, vous allez introduire la première partie. Deuxième partie, vous allez introduire la deuxième partie. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, mais j'insiste de façon à ce que ça soit bien défini, cette méthodologie soit applicable d'une façon habituelle, récurrente. Donc, rédiger une description détaillée de la méthodologie retenue. Alors, la rédaction se fait en dernier lieu. Point important, la thèse doit être achevée suffisamment à l'avance afin d'aborder les rectifications éventuelles. N'attendez pas 1 mois, même 3 mois avant votre soutenance de dire, ben voilà le projet à votre directeur. Non, il faut lui transmettre le document suffisamment à l'avance pour pouvoir recueillir ses critiques ou ses axes d'amélioration. Soyez toujours, comme je vous l'ai dit, soyez toujours positif, critique, mais avec un esprit ouvert. Une critique, c'est toujours constructif. En tout cas, c'est toujours bénéfique pour celui qui reçoit la critique. Alors, il est possible de diviser votre rédaction en fonction de vos parties. Les faire relire préalablement par une tierce personne. Il y a deux points qu'il faut développer. Le premier point, bien sûr, il faut une copie de votre thèse, vous allez la remettre à un professionnel, par exemple le droit, à un professionnel du droit. D'accord ? Une thèse sur la biochimie, vous allez remettre à un scientifique dans ce domaine, en biologie, vous allez remettre ce document à un scientifique dans le domaine de la biologie.
Deuxième point, vous allez remettre une copie de ce document à une personne qui n'a rien à voir à votre secteur d'activité, mais rien à voir. Rien à voir. Et là, il va relire tout simplement la structure du document. Ce n'est pas un spécialiste du droit. Mais par contre, il est professeur en littérature. Par exemple, il est professeur en physique. Par exemple, il est professeur en chimie. Eh bien, il va lire attentivement votre document, mais d'une façon critique, sur la structure, sur la composition, sur la présentation. D'accord ? Il faut faire relire votre thèse, votre mémoire de Master 2, par deux personnes complètement indépendantes. Alors, il est pour obtenir des conseils, des idées, et réorienter l'axe des recherches, le cas échéant. Là, nous sommes quand même en 3e année. Voilà. Bien. Alors, démarche à retenir dans le travail de rédaction. Reprendre la problématique, c'est le point de départ de votre démonstration. Étayer l'idée directrice. Élaborer votre démarche qui doit refléter les différentes étapes de raisonnement. Le sujet de la thèse, la méthode de l'approche retenue, les techniques d'investigation. Est-ce que les techniques d'investigation sont descriptives? Est-ce qu'elles sont comparatives? Vous allez par exemple comparer le droit algérien, le droit marocain, le droit tunisien avec le droit anglo-saxon. Vous allez faire un état comparatif. Les résultats obtenus, les perspectives. Notez la chose suivante, une thèse se termine par, bien sûr, une conclusion sur les résultats obtenus, c'est vrai, mais il va falloir introduire les perspectives. Voilà ce qu'on peut faire. Mes recherches ont abouti à faire ça, voilà ce que j'ai trouvé, et voilà, dans les perspectives, dans le futur, Inch'Allah, ce qu'on peut faire avec mes recherches, grâce à mes recherches. D'accord ? Tout le temps. Une thèse, un mémoire de Master 2 ou un PFE qui ne laisse pas une ouverture, sur le futur, ça manque de finesse, ça manque de perfection. Donc, rédiger un premier plan de rédaction, oui, alors, investir du temps pour la rédaction. Quand vous serez en 3e année ou Master 2 en train de préparer le support, la différence entre les deux, c'est qu'une thèse comporte entre 300 et 600 pages. Un mémoire ou un PFE, c'est entre 100 et 130 pages. Vous voyez la différence ? Vous voyez la différence? Donc, 3 heures par jour. 3 heures par jour. C'est beaucoup, 3 heures par jour. C'est énorme. Ou 1 page et demie par jour. 1 page et demie par jour, c'est plus dur, c'est plus long que 3 heures. 1 page et demie par jour. Ceux qui sont en 3e année, en doctorat, 3 heures par jour ou 1 page et demie par jour. Un plan est un travail de construction, une réflexion sur la logique, l'équilibre retenu pour chaque partie. Vous avez, dans une thèse de doctorat, vous avez, ce qu'on a dit la dernière fois, 2 parties. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il ne faudrait pas que la première partie fasse 80% de votre ouvrage, puis la deuxième, 20%. Non. Il faut qu'il y ait un juste milieu, un équilibre entre les parties. Je ne compte pas le nombre de pages en soutenance. Je ne compte pas le nombre de lignes. Mais je regarde. Il y a tant de pages, tant de pages. Il y a un déséquilibre dans tel niveau, à telle partie, et j'interroge le candidat sur ce déséquilibre-là. Il faut que ça soit équilibré. Alors, un plan se structure dans la sérénité. Oui, dans la sérénité, et non pas dans la précipitation.
voilà, je suis en 3e année, le plan, je ne l'ai pas terminé. Non, il faut le construire, ce plan. 1re année, 2e année, 3e année, dans la sérénité. OK? Bien, alors, l'organisation d'un plan. Il peut se résumer ainsi, faire un plan en 2 parties, elles-mêmes divisées en 2 ou 3 chapitres. Les parties ont un contenu bien distinct, elles ne se chevauchent pas et aboutissent chacune à une conclusion partielle qui correspond à un résumé du contenu de la partie. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand vous allez, prenons, on le verra, je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Hein. La première partie, eh bien, vous allez créer, à la fin de cette première partie, un résumé. Moi, je vais encore beaucoup plus loin. Vous avez un chapitre, vous allez créer un résumé au niveau du chapitre, de chaque chapitre, un tout petit résumé. Pour ceux qui sont en Master 2, 2 lignes. En thèse, vous allez faire 2 pages, 3 pages, 4 pages de résumé. Chaque chapitre doit faire l'objet d'un résumé, d'une mini-conclusion, chaque chapitre. Et puis, une fois que vous avez terminé ce chapitre, vous allez introduire le 2e chapitre. Donc, conclusion du 1er chapitre et introduction du chapitre suivant. Et vous allez fonctionner comme ça. Comme ça. Alors, ici, insérer une introduction. Quel est le but de cette introduction? Ça permet de situer le sujet, définition de la problématique, de présenter un rappel des connaissances actuelles du sujet, et enfin, d'expliquer votre approche. Quelle est l'approche que vous avez retenue en fonction des connaissances actuelles? D'expliquer l'approche retenue en 3 parties, en 3 points: la justification de la démarche, la stratégie de recherche utilisée et surtout l'argumentaire explicatif sur l'application de cette stratégie. Il va falloir que vous expliquiez pourquoi vous avez utilisé cette stratégie-là. D'accord ? Alors, la synthèse des méthodes utilisées, la présentation des limites de la recherche. L'être humain ne sait pas tout faire, donc il va falloir délimiter votre recherche en expliquant voilà ce que j'ai fait, mais ça s'arrête là. Expliquer les limites de votre recherche. Ça permet aux membres du jury de ne pas vous interroger sur d'autres sujets, plutôt sur les hors-sujets, puisque vous avez limité votre thèse ou votre mémoire. C'est clair ? Alors, la synthèse des méthodes utilisées, la présentation des limites, ça c'est important, de présenter les parties et les intentions du rédacteur que vous êtes. Il permet de s'orienter le plan vers l'objectif fixé. Le plan évolue dans le temps en fonction des analyses constatées. Alors maintenant, nous allons aborder un rappel sur les aspects de présentation. Alors ici, généralement, une thèse commence par le titre de la thèse, remerciements éventuels, le sommaire, l'introduction. Première partie, je vous ai dit tout à l'heure, toujours avec une conclusion de la première partie. La deuxième partie, conclusion de la deuxième partie. Conclusion générale, puisque à l'intérieur de chaque partie, à l'intérieur de chaque chapitre, vous avez des mini-conclusions. Et à la fin, tout à fait à la fin, vous allez rédiger une conclusion générale qui reprend l'ensemble de votre thèse. Voilà comment ça se construit. Tout à fait à la fin, après la conclusion générale, vous allez mettre une bibliographie, vous allez mettre vos annexes et un index alphabétique. Je vais vous donner quelques exemples de sommaires, de tables des matières, comment ça structure, et un modèle pour les index alphabétiques. Alors, une thèse, je vous l'ai dit, comporte entre 300 et 600 pages. Un mémoire, entre 100 et 120 pages. Alors, je vais vous donner quelques conseils, si je peux me permettre, au niveau de la frappe, au niveau du caractère, au niveau de la présentation, au niveau voilà, de l'espace. Comment présenter
un document d'une excellente qualité. Parce que le support que vous allez rédiger va rester dans le présent et dans le futur. Peut-être que dans 2 siècles, on va retrouver votre thèse. Vous souhaitez que votre thèse soit reconnue comme étant excellente dans 200 ans. Évidemment. Donc, portez une attention, prenez du temps à avoir un document, un support de très grande qualité. Je vous l'ai dit la dernière fois avec 0 défaut. Vous vous rappelez? 0 défaut. Essayez. Essayez cette perfection. Donc, on va très vite. Là, le texte doit être tapé sur 21-29-7 en respectant 1,5 d'interligne. Alors, dans certains ouvrages, ils mettent un interligne 2. Mais bon, c'est plus 600 pages, interligne 2. C'est 800 pages. Interligne 1,5, on arrive à rédiger 600 pages. D'accord? Et un mémoire en Master 2 ou un PFE, pour les écoles d'ingénieurs, on arrive à 120 pages. Avec un interligne 1,5. Laissez environ 25 à 30 mm au-dessus de la première ligne. Toujours 30 mm en dessous de la dernière ligne. Marge à gauche de 40 et marge à droite environ 20. Vous avez vu, pour les 3e années, là, on rentre un peu dans le détail, là. Mais on est dans un travail d'excellence. Voilà. Alors, utilisez une police de caractère courante et très lisible. Les plus lisibles sont... Alors, je vous ai mis les plus lisibles, mais encore une fois, hein, c'est une suggestion. Maintenant, vous faites comme vous voulez. S'il y a une police de caractère qui vous plaît mieux que d'autres, bah faites-le. Est-ce que ça va plaire aux membres du jury? Ça, c'est une autre question. C'est une autre affaire. Donc, moi, je vous suggère ce document-là, cette police d'assurance. Bon, je vous l'ai mis en rouge parce que j'aime bien j'aime bien écrire comme ça. Bon. Alors, d'autres conviennent aussi. Par précaution, je dis d'autres conviennent. Pour éviter qu'on me dise, ben non, moi je préfère telle police de caractère. La frappe et la présentation doivent être claires et homogènes. Gardez partout les conventions adoptées au départ. Évitez de mettre en gras un titre, et puis après un autre titre qui n'est pas en gras. Souligner en bleu un titre et en rouge une conclusion. Enfin, là j'ai mis une conclusion, mais en vert une conclusion. Non. Essayez d'adopter une méthode constante, homogène, pour avoir une bonne présentation. D'accord? Ici, là, la taille standard du corps du texte est de 12. Établir des contrastes entre les textes et les titres, les sous-titres, en changeant de police. Ça paraît évident comme ça, mais croyez-moi, ceux qui sont en train de rédiger leur thèse de doctorat, ils sont dans la précipitation. Donc, en utilisant des caractères gras, etc., afin de mettre ces derniers en valeur. La frappe et la présentation doivent être claires et homogènes. Bon, ça, on l'a. Les couleurs, ici, là. Évitez d'utiliser plus de 2 polices et d'ajouter des effets stylistiques inutiles. Police fantaisiste, par exemple, avec un rond, un petit bonhomme qui sourit. Alors, vous, ça vous fait sourire sur place. Mais le membre du jury, peut-être que ça lui fait sourire, mais peut-être pas. Là, vous prenez un risque. Ne prenez pas de risque. Ne prenez pas de risque. Inutile. Donc, couleurs multiples à éviter. Lettres ombrées. Vous voyez, une lettre avec son ombre. Peut-être que c'est fait joli, mais bon, est-ce que vraiment on en a besoin? Non. Non, soyez assez simple. Alors, la table des matières doit être détaillée, paginée et placée à la fin de la thèse. Je vous donnerai un exemple.
La note de synthèse, résumé de la thèse, la note de synthèse résume en quelques pages le contenu de la thèse. Il faut indiquer les éléments les plus significatifs de votre réflexion et de la conclusion. Le résumé doit être rédigé en arabe, en anglais et en français, bien sûr, selon le pays de soutenance. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, cette méthodologie s'applique au monde entier. Donc si vous êtes en Chine, si vous êtes chinoise, ben vous allez écrire votre résumé en chinois et en anglais. Alors ici, indiquer les mots-clés également selon le pays de soutenance. Les mots-clés sont choisis avec l'accord de son directeur de thèse. Voilà comment on travaille. J'ai trouvé des mots-clés. Vous soumettez ces mots-clés à votre directeur de thèse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai rédigé? Qu'on ne vienne pas à la soutenance dire « Mais attendez, vous avez mis tel mot-clé, je ne comprends pas ce que vous avez écrit. » Là, on est mal. Enfin, mal, non. Mais on est déstabilisé. Mais il ne faut pas être déstabilisé. Il faut rester ouvert. OK. Alors, l'introduction. Quelques secondes sur l'introduction. L'introduction devra mentionner la question de départ, votre problématique, et le plan de la thèse, votre problématique, et voilà comment je vais développer ma thèse, mon mémoire. La recherche d'une réponse à la question de départ fournit le fil conducteur du plan de la thèse. Indiquer 1. L'état actuel de la recherche et la synthèse des connaissances disponibles. 2. Justifier la démarche appliquée par la mise en avant des méthodes et des dispositifs utilisés. 3. Esquisse générale de la démonstration. Et enfin, le plan de thèse. L'introduction doit susciter un intérêt pour la lecture de la thèse. Si, à la fin de votre introduction, votre lecteur, les membres du jury ne sont pas intéressés par le contenu, vous avez perdu. Vous avez travaillé 3 ans, 5 ans, 6 ans, voire 7 ans, malheureusement. Pas pour rien, parce que ça vous a fait plaisir, mais ça n'a pas fait plaisir aux membres du jury. Donc, il faut que votre introduction donne envie au lecteur, lui fasse plaisir. Ça me plaît ce que vous avez écrit. Je vais lire intégralement votre ouvrage. C'est comme si vous achetiez un livre, un livre de littérature, vous l'avez acheté parce qu'il vous plaît. Vous ne l'avez pas acheté au hasard. Donc, ce plaisir de lecture, il va falloir que vous le transmettiez dans votre introduction aux membres du jury. Voilà mon travail. J'espère que vous allez aimer ce travail. Donc, soignez attentivement votre introduction. L'introduction doit susciter un intérêt, on l'a dit. Alors, le cœur du sujet, une fois l'introduction rédigée, les parties devront s'enchaîner avec des transitions et des annonces de plans. Rappel des aspects théoriques de la problématique, justification des hypothèses générales, développement des approches complémentaires, mettre en avant les méthodes utilisées. Elles permettent d'estimer les approches retenues, de structurer des comparaisons d'études déjà réalisées, l'analyse et l'interprétation des résultats, analyse quantitative, analyse qualitative, méthodes et dispositifs de la recherche documentaire, résumé de la recherche bibliographique. Ce n'est pas innocent ce qui est écrit là. Je suis membre du jury, je prends votre thèse et je me fais un tableau. Est-ce que vous avez répondu à toutes ces questions? Oui, non, oui, non, oui, non. Vous n'avez pas répondu à telle question et je vais vous interroger sur pourquoi vous n'avez pas développé cette partie-là. C'est très facile, hein? Il y a 2 slides un peu plus loin qui permettent pour vous,
C'est un mémorandum. Est-ce que j'ai oublié cette partie-là, cette question-là? En tout cas, les membres du jury auront ce document-là, auront une matrice permettant de vous dire vous n'avez pas développé cette partie-là, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? C'est à double tranchant. C'est pour vous, mais également pour les membres du jury. Donc, méthode et dispositifs de la recherche documentaire, résumé de la recherche documentaire. Alors, maintenant, l'introduction, le cœur du sujet développé, on arrive à la partie conclusive. Dans la conclusion, faire un bilan technique et scientifique du traitement du problème et proposer des perspectives. Dans votre conclusion, il va falloir synthétiser, rappeler, ici, là, faire un bilan technique et scientifique. Synthèse des principaux résultats, mettre en avant ses propres contributions. Il va falloir expliquer dans votre conclusion, là, dans votre synthèse, qu'est-ce que vous avez apporté à l'intérieur de votre thèse. C'est pas il ne faut pas que ce soit que du narratif. Il faut que vous apportiez une valeur ajoutée à votre thèse. Il faut que votre thèse soit utile à quelque chose. Ce n'est pas que de la lecture. Donc, insistez sur votre valeur ajoutée, votre création. J'ai créé ça. D'accord? Alors, mettre en avant ses propres contributions, exposer bien sûr les limites théoriques et méthodologiques. Tous les sujets ont une limite. Justifier ses choix. Pourquoi j'ai choisi cette méthode-là? Il faut justifier ses choix. Sa démarche, expliquer la méthode que vous avez retenue, et enfin, les solutions que vous avez développées. Alors, quelques secondes sur les notes de bas de page. Dans un mémoire, vous avez toujours des notes de bas de page. Dans une thèse, vous avez des notes de bas de page. Comment on rédige ces notes de bas de page? Bien, alors, les notes de bas de page, elles sont d'une taille inférieure au corps du texte. Par exemple, 9 à 10 points pour un texte de 12. Elles peuvent aussi être placées en fin de chapitre, mais moi, je le fais rarement. Je préfère que les notes de bas de page numérotées de 1 à X et non page à page. Je préfère des notes de bas de page de 1 jusqu'à 5, 6, 10 000, peu importe. Il faut que ça soit chronologique. Ce n'est pas une note de bas de page par rapport à telle page. Non. Chronologique, de 1 jusqu'à X. Enfin, c'est ce que je préfère. Alors, le format, même police que le corps du texte. Alors, vous avez utilisé une police de caractère pour vos titres, pour le corps du sujet, pour vos textes. Eh bien, les notes de bas de page doivent être homogènes, doivent avoir la même police, mais plus petit de caractère. C'est clair, ça? N'utilisez pas, ne créez pas, ne perdez pas votre temps, faites comme ça, c'est préférable. Alors, dans les notes, chaque note commence par une majuscule et se termine par un point de ponctuation. Ça paraît évident comme ça, mais comme nous recherchons la perfection, pourquoi vous n'avez pas mis de point à la fin de votre phrase? Vous avez fait une phrase et vous avez oublié de mettre un point. C'est pas grand-chose. Oui, mais vous le faites systématiquement. La perfection, elle est où, là? Franchement, c'est peut-être pas grand-chose, mais on recherche l'excellence académique. Retenez ça, l'excellence académique. Alors, dans les notes de bas de page, ainsi que dans la bibliographie, harmonisez les noms d'auteurs, soit en petite capitale, petite majuscule, soit en minuscule, et première lettre en majuscule. Bien.
Alors, utilisez l'italique d'une façon systématique pour citer un mot en langue étrangère. Tous les mots en langue étrangère doivent être cités en italique. C'est clair, ça? C'est clair? Les citations d'ouvrages ou articles sont entre guillemets. Ne pas utiliser une bibliographie, ne pas oublier plutôt une bibliographie et les annexes, cartes, tableaux, documents, etc. Chaque tableau que vous mettez en annexe doit faire l'objet, ici, d'un titre et une préférence numérotée. Tous les tableaux, il va falloir mettre un titre, mettre un numéro de figure. Alors, en ce qui concerne la présentation des parties, titre, sous-titre, citation, les notes, bibliographie, restez cohérent dans la présentation. Cohérent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis la première page jusqu'à la dernière page, il faut qu'il y ait une présentation homogène. Alors, effectuez plusieurs relectures avant la frappe du manuscrit. Gardez un exemplaire non relié de votre thèse afin de corriger d'éventuelles fautes de frappe. Ultime vérification, relire attentivement l'intégralité de votre document. Alors, pour référencer, pour la première partie, là, pour la première référence bibliographique en note de bas de page, donnez la référence complète. Je vous ai donné un exemple, là, bibliographie. Limitez la bibliographie aux ouvrages et documents utilisés. N'inventez pas. Si vous n'avez pas utilisé cet ouvrage-là, c'est pas la peine de le noter, ça ne sert à rien. Si c'est remplir pour remplir, évitez, ça ne sert à rien. Ou alors il faut faire 2000 pages. Et encore, c'est inutile. On perd du temps. Donc, alors, lorsqu'un ouvrage a plus d'un auteur, on le cite dans l'ordre suivant, comme cela apparaît sur la page de couverture de l'ouvrage. Vous prenez votre ouvrage et vous recopiez exactement le titre, le nom de l'auteur, mais exactement comme c'est présenté dans l'ouvrage que vous avez lu. Exemple, nom, prénom, titre, première date d'édition, lieu, éditeur, année, suivi éventuellement du nombre de pages. Éventuellement, moi j'ai mis éventuellement. Tout à la fin, après l'année. Alors, comment citer la page d'un ouvrage? Eh bien, généralement, on utilise le nom de l'auteur, l'initiale du prénom. Moi, je fais ça. Le nom de l'auteur, l'initiale, point. OK. Alors, l'année de publication, le titre de l'ouvrage en italique, numéro de l'édition, lieu de publication, l'éditeur, page, exemple, page 150, si vous avez lu la page 150. Comment citer un article? Le nom de l'auteur ou des auteurs avec un S de l'article, initiale du prénom, année de publication, titre de l'article, titre du périodique en italique, le volume s'il existe plusieurs volumes, les pages externes de l'article, comment citer un chapitre, pareil, donc nom de l'auteur, initiale du prénom, année de publication, titre du chapitre, titre de l'ouvrage en italique, lieu de publication, éditeur, numéro du chapitre ou page extrême du chapitre. Bien. Alors, indication des pages, ici. Si vous avez lu plusieurs pages, vous mettez page, par exemple, 12, entre parenthèses, 12, un petit trait, 18. Si les pages ne se suivent pas, vous mettez 12,26,35, entre parenthèses. Vous voyez, nous sommes déjà en troisième année ou en Master 2 en train de finaliser, là. Bien, ce sont des conseils, je pense, utiles en termes de présentation. Alors, les sources informatiques, vous allez mettre nom, prénom, titre, le CD-ROM, éditeur, l'année. Nom, prénom, titre, éditeur ou dépositaire du site, Internet, date d'accès au site, le localisateur, l'URL, uniforme de ressources. Alors, ici, autre possibilité pour la présentation des ouvrages, pour les notes de bas de page, vous mettez l'auteur, initial du prénom, et nom en petite majuscule, titre de l'ouvrage, le sous-titre toujours en italique,
numéro au titre de la partie d'une monographie en plusieurs volumes, le lieu d'édition, éditeur commercial, année de publication, titre de la collection et numéro de celle-ci. Alors, les résumés et transitions entre chapitres. Vous vous rappelez, je vous ai dit que pour chaque chapitre, quand vous introduisez un chapitre, vous devez impérativement faire un résumé et une transition, bien articuler sa pensée et permettre au lecteur d'en suivre le déroulement. En conclusion, soignez la mise en page, soyez minutieux sur le fond et sur la forme. Alors, l'ordre de présentation, la page de couverture, la page de garde, les remerciements, une liste des abréviations et sigles utilisés. Vous devez impérativement, tout de suite, mettre la liste de toutes les abréviations utilisées. Sur 1, 2, 3, 4, 5 pages. Tout dépend du développement de votre thèse. Le sommaire se place tout de suite après, avec indication de la page de chaque intitulé. Vous verrez la différence entre un sommaire et une table des matières. C'est complètement différent. Le sommaire se met tout de suite après les remerciements, la liste des abréviations, alors que la table des matières se met à la fin. Je vous montrerai comment on rédige une table des matières. Le texte de la thèse portait une attention particulière à la présentation des différents titres, prévoir la numérotation des paragraphes, terminer les notes de bas de page. Je vais vous donner tout à l'heure une méthode permettant de présenter vos chapitres, les sections, les parties, etc. Bien. Alors, les annexes et les tableaux. Par exemple, vous avez mis en place un questionnaire d'enquête. Eh bien, ce questionnaire d'enquête, il va falloir le mettre à la fin, dans vos annexes. Un résumé d'expérience, votre expérience. Vous allez mettre également ou un résumé d'expérience d'autres chercheurs. Ils doivent être numérotés et référencés en liaison avec le contenu de la thèse. Un index, il correspond à la table alphabétique des matières. Qu'est-ce que c'est un index? Par exemple, je vous avais dit, en droit, vous allez mettre distribution de dividendes fictifs. À D, distribution, et vous allez mettre le numéro du chapitre. Comme ça, vous allez, si on a un répertoire automatique, vous tapez sur la lettre D, distribution, ça vous ramène à toutes les pages. D'accord? Alors, donc, index, une bibliographie thématique, établir un classement par thème, chaque thème par auteur, classé par ordre alphabétique. La table des matières, elle correspond à la liste des titres et chapitres. Vous voyez, c'est différent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la table des matières, vous allez lister tous les titres, les chapitres, divisions, subdivisions. Elle doit être exhaustive, elle reprend tous les titres et les subdivisions mentionnés dans le corps de la thèse. Alors, on revient sur cette partie, en couverture et page de garde. Je crois que dans votre faculté, on vous donne un modèle. Eh bien, suivez le modèle proposé par votre faculté. D'accord? Mais, d'une façon générale, dans le monde entier, on reprend cette partie-là, cette présentation-là. Vous voyez? Le nom de l'université, le type de doctorat, le nom de l'auteur, la date de la soutenance, le titre de la thèse, le nom du directeur de thèse, les noms du membre du jury, leur titre et université d'appartenance. On va rentrer maintenant dans le timing, dans un calendrier que vous allez construire. Il va falloir que nous construisions un tableau de suivi de l'élaboration d'une thèse. Vous allez construire un tableau en 3 colonnes. Le plan détaillé, d'une part, les 2 parties, les chapitres, les sections, les paragraphes. Il y a un exemple tout de suite après. Durée prévisionnelle pour la rédaction des paragraphes. Alors vous allez me dire, mais c'est très difficile de dire, pour tel paragraphe, je vais mettre 2 jours. Ben oui, mais il va falloir le faire. Le faire et le comparer par rapport à votre avancement de travaux.
Ici, date prévisionnelle pour la finalisation de chaque chapitre, objectif visé, la vérification dans le temps de l'avancement des travaux réalisés et surtout le suivi de la rédaction de la bibliographie. Alors, je vais vous donner